Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bamako est sous une grande pluie. Ce soir, en ouverture de ce journal, la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. La conférence a démarré hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les femmes, l'autonomisation des femmes, les questions migratoires, la xénophobie, la bonne gouvernance ou encore le changement climatique dominent les débats. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, présent à Johannesburg, a salué le choix du thème, à savoir l'autonomisation des femmes. Envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Adama Kamara. Elles doivent être soutenues afin de sortir des préjugés qui empêchent leur total épanouissement. Elles, ce sont les femmes qui sont à l'honneur à cette 25e session de la conférence de l'Union africaine. L'Union a en effet choisi comme thème Année de l'autonomisation et du développement des femmes vers l'agenda de l'Afrique à l'horizon 2063. Une initiative qui se veut une perche de salut aux milliers de braves femmes qui ne cessent de se battre au quotidien pour le bien-être de leur famille, leur pays, bref, leur continent. Nous devons éduquer nos enfants et la jeunesse. En effet, si nous éduquons nos enfants avec un accent sur la science, la technologie, les mathématiques, nos peuples n'engageront pas le voyage péril vers le Sahel et la mer Méditerranéenne. Pour sa part, le président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, a adressé une véritable ode aux femmes d'Afrique. Chaque fois que je pense aux vertus ainsi qu'à l'esprit indomptable qui caractérise la femme africaine, je me souviens toujours des héroïnes qui ont jalonné l'histoire du continent africain en se levant contre les forces du colonialisme et de l'occupation. Qui pourrait jamais oublier l'esprit de combat des femmes légendaires telles que Yaa Asantewaa, la reine mère du royaume des Ashanti. Femmes d'Afrique, nous vous saluons et vous honorons. L'actualité s'est invitée à la session. Les questions de migration, de bonne gouvernance, de xénophobie ou encore de lutte contre le terrorisme ont été évoquées. Tous sont unanimes que seule l'union des forces des pays africains viendra à bout de ces phénomènes. Le président Mugabe a choisi cette tribune pour saluer le Mali dans ses efforts de stabilisation et de retour à la paix. C'est un grand pays. Nous devons l'aider à restaurer la paix. Nous ferons de notre mieux. Président Ibrahim Boubacar Keïta, nous vous remercions d'être venu et c'est avec beaucoup d'honneur que nous allons vous accueillir. Honneur dû à un chef d'État. Je suis aujourd'hui l'intervention du président de l'Union africaine qui a rendu un bel hommage au Mali. On ne peut pas s'attendre mieux que ça. Je me retiendrai surtout l'hommage fabuleux qu'il a fait à la femme. Moi, j'étais ému vraiment aux larmes. Et je crois que la femme africaine mérite cela. Et moi, je dis toujours que la promotion de la femme n'est pas un cadeau à la femme. Elle l'a mérité. Nous ne serions rien du tout sans nos mères, sans tous les soins mis à faire de nous ce que nous sommes. Et je crois que l'Union africaine organisant un sommet avec comme thème central l'autonomisation des femmes, vraiment c'est un progrès immense, inouï, et une date dans l'histoire de l'Union africaine. Je souhaite que le reste du sommet se passe dans de aussi bonnes conditions. Vous avez vu de quelle amitié nous sommes entourés ici, hein, ça c'est très très chaleureux, ça fait chaud au cœur. Tout le monde a souci de nous, tout le monde a des nouvelles du Mali. Et tout le monde s'est dit prêt à contribuer à faire en sorte que nous nous retrouvions entre Maliens et entre frères d'un même pays. Et je pense que c'est cela l'essentiel. Vous avez vu également, vous n'étiez pas là ce matin, mais on a le président Konaré. Bon, je pense que c'est une bonne chose tout ça. On soucie du pays et nous y travaillons.
La cérémonie a été également l'occasion de présenter les 4 nouveaux présidents africains qui viennent d'être élus. Tour à tour, ils ont parlé de leur ambition pour le continent. Ces nouveaux dirigeants africains espèrent une Afrique prospère, solidaire, mais surtout une Afrique unie. Un vœu qui était en tout cas cher au président panafricaniste Kwame Nkrumah qui disait « l'Afrique doit s'unir ou périr ». Restons avec nos envoyés spéciaux qui nous disent qu'en marge des travaux de cette session, le président de la République a rencontré le Premier ministre algérien et le vice-secrétaire général des Nations Unies. Tous deux ont réaffirmé leur accompagnement au processus de réconciliation au Mali. En marge des travaux de la session de l'Union africaine, le président de la République a accordé des audiences. Le chef de l'État a rencontré le Premier ministre algérien au centre des échanges, la signature de l'accord de paix par les groupes armés de la coordination. Vous savez que c'est une bonne tradition qui s'est établie entre nos deux pays, entre nos deux présidents et le gouvernement algérien qui s'est attelé à accompagner donc les pourparlers qui ont eu lieu au niveau du Mali. Les accords ont été signés à Bamako il y a quelque temps. Reste le dernier accord qui sera incessamment signé à Bamako toujours. On s'en réjouit, c'est clair. Mais la difficulté majeure maintenant, c'est d'accompagner ce processus, l'emmener jusqu'au bout en toute sérénité pour montrer qu'effectivement ce qui a été monté entre toutes les parties concernées, ça c'est basé sur ce qui avait été décidé dès le départ, c'est-à-dire un Mali, un et non divisible. C'était ça l'objectif de tout le monde, on y est arrivé. Maintenant, il faudrait aussi que la communauté internationale, nous allons nous y attacher tous ensemble, participe à la reconstruction du Mali et surtout à essayer de créer toutes les conditions possibles et inimaginables sur le plan socio-économique pour qu'on ne revienne plus jamais sur ce qu'a vécu le Mali, particulièrement au niveau du nord de ce pays cher à nos yeux. L'accompagnement des Nations Unies ne fera pas défaut, précisera son vice-secrétaire général également reçu par le président de la République. Monsieur Jean Eliasson suit avec intérêt l'évolution du processus de paix. Comme vous le savez, nous avons une opération de maintien de paix très importante qui travaille pendant des conditions très difficiles au nord de Mali. Nous avons discuté les détails de cette opération et la coopération, bien sûr, mais nous avons aussi parlé beaucoup de le processus politique. Et nous espérons bien qu'on va avoir un accord le 20 juin. Nous saluons, nous remercions tous les partenaires dans ce projet. Et nous espérons que cet accord va continuer dans une situation plus pacifique. Et nous espérons que tous les groupes vont rejoindre ce projet très important. Mais d'abord, avant tout, je veux dire que nous avons une coopération qui est basée sur une confiance mutuelle et une amitié, bien sûr, aussi entre nous. Et nous voulons bien contribuer à la sécurité et la prospérité du Mali. Le président a remercié chaleureusement ses amis du Mali pour leur soutien à l'instauration de la paix dans notre pays. Les premières dames, elles aussi présentes à Johannesburg, se sont retrouvées en plénière dans le cadre de la 15e Assemblée générale ordinaire de leur organisation OPDAS, placée sous le thème renforcement des partenariats pour mettre fin au sida d'ici 2030 et l'autonomisation des femmes pour assurer leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. La structure des Nations Unies ONU-SIDA reste très engagée aux côtés de l'organisation des premières dames. Madame Keïta Aminata Maïga, épouse du président de la République, très active dans l'organisation, salue à son tour la place faite aux femmes lors de ce sommet de l'Union africaine. Le point avec Ndeye Sissoko et Aliou Touré.
Les premières dames d'Afrique se sont réengagées à mettre fin au sida d'ici 2030. Réunies en plénière dans le cadre de la 15e Assemblée générale ordinaire de leur organisation à Johannesburg, Keita Aminata Maïga et ses sœurs se disent satisfaites des progrès significatifs déjà enregistrés dans la riposte continentale contre le sida et la diminution du nombre de nouvelles infections et souhaitent apporter plus de contributions concrètes à leur combat commun. Obdas est encore jeune, 13 ans, mais comme le dira la présidente sortante, Enda Déby Itno, première dame du Tchad, malgré sa jeunesse, elle est très dynamique dans ses activités. En 13 ans, beaucoup d'actes ont été posés et beaucoup d'actions ont été menées pour le plus grand bien de nos pays respectifs et de nos populations. Par ces activités au niveau national, régional et international, l'Obdas s'impose et voit son rayonnement s'accroître. L'établissement de nombreux partenariats avec l'Obdas est un signe irréfutable de son efficacité. L'Obdas est toujours là où les grandes causes sont évoquées. C'est pourquoi elle a organisé avec succès des manifestations en marge des Assemblées générales des Nations Unies. Le secret de ce succès n'est rien d'autre que l'engagement des premières dames du continent, dont le nombre et la participation ont connu un accroissement inédit. Enda Déby Itno cède sa place à Dr Nana Lordina Mahama, première dame du Ghana et toute première dame d'Afrique de l'Ouest, à assurer la présidence de l'organisation depuis sa création. Elle aura pour mission de poursuivre et d'intensifier les actions déjà entamées par son prédécesseur et aura à ses côtés en tant que vice-présidente la première dame du Malawi, Gertrude Mutharika. Cette assemblée générale était opportune pour faire le poids des activités menées par chaque première dame dans son pays respectif à mi-chemin du plan stratégique 2014-2018 de l'Obdas. Profitant de la tribune qui lui est offerte face à ses sœurs, Keita Aminata Maïga a mis l'accent sur toutes ses activités menées au Mali dans le cadre de l'objectif élimination du VIH-Sida et a réitéré son engagement à mener le combat commun pour en finir avec le VIH-Sida, toute chose qui pour elle est possible avec la synergie des actions. L'objectif de mettre fin à la pandémie du VIH-Sida d'ici à 2030 est à notre portée. Toutefois, il ne pourra en aucun cas être atteint sans une synergie des interventions des différents acteurs impliqués, gouvernements, partenaires au développement, société civile, secteur privé, communautés et médias, et sans une plus grande prise en charge des besoins et aspirations des populations en général et des femmes, jeunes filles et adolescentes en particulier. Au Mali, le plan stratégique multisectoriel de lutte contre le sida 2013-2017 fait ainsi une place de choix au partenariat entre tous les acteurs pour accélérer la marche vers l'objectif d'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Le Mali est engagé auprès de l'Obdas dans la lutte contre le VIH-Sida, la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la lutte contre le cancer de l'utérus, et cela dans le respect des droits des femmes. Tout en soutenant les efforts du gouvernement de mon pays par des actions de plaidoyer et de sensibilisation, j'ai présidé le lancement politique du plan national de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et du sida au Mali et la journée nationale de maternité en moindre risque. En présidant le lancement du plan ETME, je me suis engagé à prendre la tête de la croisade contre ce drame de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Celle-ci étant d'une importance capitale pour la justice et l'équité à l'égard de la mère et de l'enfant. En plus de la lutte contre le sida, les premières dames ont inscrit dans leur agenda la lutte contre les cancers du col de l'utérus, du sein et de la prostate qui occupent une place de choix dans leur plan stratégique 2014-2018 ainsi que la lutte contre le mariage précoce. Keita Aminata Maïga s'est engagée devant ses sœurs à mener dans son pays très prochainement des actions sur tous ces fronts. L'appui à l'autonomisation de la femme est devenu aujourd'hui une réalité incontestable au Mali. En témoigne l'adoption des lois votées à l'Assemblée nationale, gratuité de certains soins césariennes,
traitement du paludisme, un traitement antirétroviral. Cependant, tous ces efforts doivent être soutenus. La célébration prochaine de la journée maternité à moindre risque sera une occasion de plus pour sensibiliser les femmes sur leur droit à la santé de la reproduction. Quant à la lutte contre le cancer du col, je procéderai très prochainement au lancement d'une vaste campagne de dépistage et de traitement. Enfin, conformément aux recommandations de l'Union africaine, le lancement de la lutte contre le mariage précoce sera bientôt effectif. La première dame a ensuite invité ses sœurs à continuer la réflexion quant aux voies et moyens pour sensibiliser les populations pour une adhésion massive des femmes aux différents programmes. Notons que la famille de l'Optas s'est agrandie avec l'adhésion des premières dames du Mozambique, de la Namibie, du Nigeria et de la Guinée-Bissau. Rappelons que chacune des premières dames a pour mission d'améliorer les performances et l'image de l'organisation à travers des actions pour un continent sans maladie, un continent sans sida. L'actualité ici à Bamako, les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS entendent mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Les experts de ces organisations régionales sont réunis à Bamako à la faveur d'un forum de haut niveau sur l'agriculture intelligente face au changement climatique. La rencontre doit aboutir à la création d'une nouvelle alliance ouest-africaine. Le chef du gouvernement a ouvert les travaux, compte rendu signé Bourama Traoré. Je déclare ouvert les travaux du forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. Après 3 reports, le forum de haut niveau sur l'agriculture intelligente face au climat s'ouvre enfin à Bamako. Par agriculture intelligente, entendez le développement de nouvelles technologies visant à renforcer la résilience du système agricole en Afrique de l'Ouest, une région qui subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Ces conséquences sont entre autres les inondations de plus en plus fréquentes, les vagues de chaleur insupportables par les personnes humaines, les plantes et les animaux, les sécheresses et notamment les poches de sécheresse de plus en plus fréquentes qui influencent négativement la production agricole, forestière et pastorale. Selon une étude de l'IFPRI 2013, les changements climatiques futurs affecteront la productivité des principales cultures de la région, notamment le sorgho et l'arachide, avec surtout des baisses de 5 à 25% et une perte des terres cultivables au nord du Sahel. Les experts de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS sont unanimes. L'heure est grave, il faut aller au-delà du simple constat. La rencontre de haut niveau sur l'agriculture est donc une opportunité pour les acteurs du secteur de partager leurs expériences, surtout de les inscrire dans un cadre d'intervention plus global. L'atteinte des objectifs de la région en matière d'agriculture intelligente face au climat exigera un engagement effectif de la part du gouvernement, du secteur privé et de la société civile à travailler en synergie. Il faudra aussi la coordination et l'intégration entre les ministères dans différents secteurs au-delà de l'agriculture, notamment l'environnement et l'eau. Un point de vue partagé par le Premier ministre Modibo Keïta qui apprécie la démarche. Pour le chef du gouvernement, l'un des défis majeurs de la région reste l'accroissement substantiel de la production alimentaire et nutritionnelle, de quoi permettre de nourrir une population ouest-africaine sans cesse croissante. On parle de plus en plus d'économie intelligente, de gouvernance intelligente. Maintenant, on parle d'agriculture intelligente. Cette intelligence devrait s'exercer dans un certain nombre de directions. Dans ces relations entre la science et la technique, les paysans de nos régions ont pu mettre en œuvre des techniques plus vieilles que la science. Alors l'intelligence de l'agriculture devra permettre de révisiter toutes ces techniques pour en accroître et leur efficacité et leur efficience sans créer des traumatismes difficiles à supporter. L'agriculture intelligente devra inverser le rapport entre le temps de l'homme
et le temps de la nature. Aujourd'hui, quand la nature économise et l'eau, quand elle inonde, si vous voulez, nos terres, la sécheresse de l'inondation, le temps de l'homme est battu en brèche. Peut-être que cette intelligence pourrait permettre au temps de l'homme de ne pas s'écrouler devant les aléas climatiques. Le forum de 4 jours doit débattre des questions liées au changement climatique, le système de culture et de production, la planification, les politiques et programmes continentaux constituent quelques axes de réflexion. Ces forums de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au changement climatique vient à propos et constitue une opportunité pour rappeler aux acteurs 3 enjeux majeurs à savoir. Premièrement, structurer le dialogue entre les acteurs régionaux autour d'un phénomène dont les implications sont multiformes et désastreuses pour nos économies et nos secteurs productifs. Deuxièmement, intégrer un nouveau type d'instruments de politique publique, notamment les instruments d'adaptation de l'agriculture ouest-africaine tenant compte des risques climatiques. Troisièmement, jeter les bases d'une communauté de pratiques en matière de planification, de stratégie et d'actions idoines permettant de réduire les effets et impacts négatifs du changement climatique sur le secteur rural. Comme vous vous en doutez, cette démarche est salutaire pour nos pays respectifs qui sont en quête permanente de systèmes de culture et de production les mieux adaptés aux nouvelles contraintes climatiques. Le forum de Bamako doit aboutir à la création d'un nouveau cadre d'intervention et d'une nouvelle alliance ouest-africaine. 2 instruments contre les effets des changements climatiques qui menacent la bonne conduite des activités agricoles. Au carnet d'audience du Premier ministre, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré les gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement BIDC de la CEDEAO. Ces gouverneurs, conduits par le ministre de l'économie et des finances, sont venus rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Ils ont mis la rencontre à profit pour parler des questions de développement et d'intégration. Les gouverneurs de la BIDC sont au Mali pour la 13e assemblée de leur conseil d'administration. Compte rendu signé Sira Bachili. Les gouverneurs de la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, accompagnés du ministre de l'économie et des finances, chez le Premier ministre pour une visite de courtoisie. C'est en marge des travaux de la 13e assemblée du Conseil des gouverneurs de la BIDC tenue à Bamako. La rencontre était une occasion d'évoquer les questions de développement et d'intégration entre les 15 pays membres de la CEDEAO. Le Premier ministre, après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, a mis l'accent sur la nécessaire mutualisation des efforts dans les actions de développement. Modibo Keïta a rappelé les 3 premières priorités pour le Mali. La sécurité, le développement et la justice. Vous savez que dans nos pays, tout est urgent. Et c'est parce que tout est urgent que si nous ne prenons pas de dispositions, plus rien ne devient urgent. D'où la nécessité d'opérer des choix. La toute première direction, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Car la crise que notre pays traverse, qu'il a traversé, qui continue de traverser, nous incline à faire de la sécurité l'épine dorsale de toutes nos actions. La deuxième direction, c'est l'amélioration constante des conditions de vie et d'existence des populations. D'où la nécessité de mettre en œuvre des activités de développement économique, social et culturel, activités porteuses. Cette troisième direction, c'est comment améliorer aujourd'hui la gouvernance générale, comment tirer le meilleur parti de nos ressources et comment instaurer un état de droit, à savoir la promotion de la justice et de l'équité sociale. La paix, condition indispensable à la consolidation des acquis au développement donc. Pour relever la pente, les pays ont également besoin des investisseurs pour mieux valoriser certains secteurs. Et il n'est un secret pour personne que la CEDEAO, dans la résolution de la crise malienne, a joué un rôle de premier plan. Nous avons choisi de placer les collectivités décentralisées au cœur du développement. Ceci a permis d'apporter une réponse
à tous ceux qui s'interrogeaient sur les formules telles que fédération, telles qu'autonomie, telles qu'indépendance, nous avons proposé la libre administration des collectivités au Mali, du nord comme au sud, d'est en ouest. C'est sur cette base que les parties prenantes au processus ont décidé ou de signer un accord de paix et de réconciliation ou de le parapher. Avec l'accompagnement de la communauté internationale, la partie qui avait paraphé mais qui ne l'avait pas encore signé a exprimé son désir et sa volonté de venir à Bamako signer cet accord le 20 juin, donc dans quelques jours. Les gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO encouragent le Mali. À leur avis, le financement des projets peut résoudre certains problèmes. Nous vous encourageons vraiment à rester déterminés et très engagés en ce moment où vous dirigez le gouvernement malien à travers cette période de turbulence. Nous comprenons très bien les difficultés que vous rencontrez lorsqu'il vous faut choisir parmi de nombreuses priorités où elles toutes se présentent très urgentes. Ces attentes sont justifiées et la possibilité de relever les défis constitue toujours un problème qui se comprend très bien. Nous vous assurons de toute notre solidarité et nous espérons que la scientifique qu'il y aura demain pourra apporter le bonheur à tout le peuple malien. À la fin de son intervention, le Premier ministre a insisté sur l'aspect intégration des pays de la CEDEAO. Cette intégration va s'appuyer sur la production et la BIDC est un outil important pour cela. Nous l'avons déjà dit, les gouverneurs de la BIDC sont au Mali pour la 13e assemblée de leur conseil d'administration et le Mali va assurer la présidence du conseil des gouverneurs de cette institution de la CEDEAO. Le ministre Mamadou Igor Diarra a été désigné à l'issue donc de cette 13e assemblée générale ordinaire pour être président du conseil des gouverneurs et cela pour 4 ans. L'assemblée visait à faire l'examen des documents soumis à l'approbation des membres de ce conseil. Daouda Sidiki Diarra a suivi pour nous. C'est le ministre de l'économie et des finances de notre pays, le Mali, qui est désormais le président du conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC. Il a été élu pour un mandat de 4 ans au cours de cette 13e assemblée générale ordinaire du conseil des gouverneurs de la BIDC. Le nouveau président s'engage à consolider les activités de la banque, cela afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de catalyseur de la croissance économique des États membres de la CEDEAO. La BIDC a le potentiel pour devenir une institution financière internationale de référence. Elle devra nourrir cette ambition. Pour y parvenir, elle doit impérativement renforcer les acquis et corriger ses faiblesses. En particulier, elle devra renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles en relevant la banque au niveau des standards internationaux. C'est le lieu de lancer un vibrant appel aux États membres afin qu'ils intensifient leur soutien aux actions de mobilisation des ressources financières internes et externes à la communauté en faveur de la BIDC. La BIDC ambitionne d'être la première institution régionale de financement de l'investissement et du développement en Afrique de l'Ouest. Entre 2004 et 2014, cette institution financière a réalisé 188 projets pour un montant d'1,9 milliard de dollars. La banque a financé un certain nombre de projets ici au Mali. Nous avons financé notamment l'échangeur ici à Bamako. Nous avons financé l'interconnexion énergétique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, également des projets du secteur privé ici au Mali. Cependant, l'évolution du contexte économique mondial impacte les performances de la banque. Aujourd'hui, la République du Mali marche résolument vers la paix et la concorde. Après des élections présidentielles et législatives apaisées, la signature d'un accord de paix au terme d'un dialogue intermalien inclusif. Je voudrais par conséquent saluer votre participation à la présente réunion et l'interpréter comme l'expression manifeste de votre soutien indéfectible à la construction de la paix, mais également au progrès. Permettez-moi, avant de poursuivre, d'adresser mes vives et chaleureuses félicitations au ministre du Libéria, président du Conseil des gouverneurs et à toutes les instances de décision de notre institution,
pour leur soutien indéfectible et leur contribution efficace à la conduite éclairée de la destinée de notre prestigieuse institution financière, dont la mission primordiale est de contribuer à l'intégration et à l'essor économique des États membres de la communauté, en est à une phase cruciale de son cheminement. En effet, cette institution a financé de nombreux projets, relevé beaucoup de défis dans un contexte qui n'est toujours pas facile. Depuis 2007, la BIDC s'est réorganisée en entité unique disposant de 2 guichets dont l'un est destiné à la promotion du secteur privé et l'autre au développement public. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mamadou Frankali Keïta, a procédé au nom du gouvernement de la République du Mali le jeudi 11 juin dernier aux Émirats Arabes Unis à la signature avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement d'un accord de financement du projet d'électrification rurale pour un système hybride de 30 villages du Mali. Ce financement d'un montant d'environ 5 milliards 280 millions de francs CFA représente 50% du coût total du projet. Ce projet préparé par l'Amader et Mali Folk Center d'une durée de 2 ans permettra à terme l'installation de 4 MW de capacité de production d'électricité d'origine solaire, l'installation de 1,01 MW de capacité thermique, la réalisation de 150 km de réseau de distribution, le branchement de 12 300 nouveaux consommateurs, l'accès de 123 000 personnes à l'électricité, l'électrification de 100 édifices sociaux, communautaires, écoles, dispensaires. La réalisation de ce projet contribuera à l'utilisation d'énergie solaire propre pour la protection de l'environnement, la création d'opportunités d'affaires dans la localité, nouveaux métiers et entreprises liées à l'électricité, l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture, d'emploi nationale Adrien Umbeji. Cérémonies se sont déroulées esplanade du palais de gouverneur à Porto. Le Conseil économique, social et culturel a clos ses travaux ce lundi 15 juin. Plusieurs résolutions pertinentes ont été adoptées pour la 52e mandature sur les textes de l'extrait de la Constitution du 25 février 1992. Mariam Sagara était présente. Placée sous les signes des grandes réformes, la première session a été axée sur la rélecture des textes de la Constitution du 25 février 1992. Au cours de cette session, tous les textes constitutifs du Conseil économique, social et culturel se rapportant au règlement intérieur, à la loi 92-031 fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil économique, social et culturel, au décret numéro 94-177 PRM fixant les conditions de désignation des membres du Conseil, au décret numéro 94-178 PRM relatif à l'administration du Conseil économique, social et culturel, ainsi qu'aux dispositions de la Constitution du 25 février 1992 ont été passées au pain fin. Cette première session boucle ses travaux sur une note de plusieurs changements qui pourront être intégrés dans les lois et décrets à l'avenir. À l'augmentation de la durée des sessions, à l'insuffisance de la saisie du Conseil, la non-prise en compte de certaines couches socio-professionnelles à la composition du Conseil, l'augmentation du nombre de commissions de travail,
Le Conseil économique, social et culturel est membre de l'Union. Connexion activée. C'est en vue d'informer et sensibiliser tous les utilisateurs des services de téléphonie et de l'Internet sur le contenu des mesures contraignantes prévues par le décret que nous organisons aujourd'hui à travers la MRTP, la présente cérémonie qui est un point de départ d'une vaste campagne de communication, d'information et de sensibilisation conformément au plan élaboré à cet effet. Pour assurer la mise en œuvre efficiente du dit plan de communication, il est prévu d'utiliser tous les outils et supports de communication disponibles, tout en faisant appel à l'accompagnement non seulement des structures compétentes relevant du département, comme l'AMAP, l'ANCD, l'ORTM, qui sont les principaux partenaires de la MRTP dans la campagne de sensibilisation, mais aussi la presse privée, des communicateurs traditionnels et surtout de celui des acteurs, je veux dire les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs de services Internet, les gérants de cybercafés, les associations de consommateurs. Il est évident que les opérateurs et fournisseurs d'accès Internet mettront en œuvre leur propre stratégie d'information en vue de garantir le succès du processus. Indiquer les dates limites, autrement dit en avril-mars 2016, en mars-avril 2016, dans un an, toutes les cartes qui ne seront pas identifiées seront désactivées. Les opérateurs, eux, ont 3 mois encore pour écouler les stocks de cartes SIM qui avaient été commandées avant la prise de ce décret. Et donc il est important que le travail de sensibilisation, de communication, d'explication, de pédagogie puisse se faire avec un effort soutenu pendant une longue durée. Je reste convaincu que la MRTP et les opérateurs ne ménageront aucun effort pour le suivi de l'application stricte de cette mesure réglementaire. Et je dois rappeler que ça ne coûte absolument rien à l'État, parce qu'encore une fois, le processus d'identification est entièrement à la charge des opérateurs. C'est vous dire que l'État vous a donné les moyens d'agir, il faut donc agir dans le bon sens. Voilà le message que je tenais à vous faire passer en tant qu'ancien directeur général de la MRTP, mais aussi en tant que ministre en charge de la communication. Cette campagne d'identification des abonnés de téléphonie et d'Internet ainsi lancée en date du 11 juin 2015 prendra fin le 9 avril 2016. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à l'honneur informe l'ensemble des acteurs de la promotion et de la protection de l'enfant, les enfants, que la cérémonie officielle de commémoration de la journée de l'enfant africain, initialement prévu demain mardi 16 juin à partir de 9h au CICB, est reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée par voie officielle. Dans le cadre de sa stratégie d'appui au développement du secteur privé et de la formation professionnelle, l'Agence française de développement, AFD, a initié une journée de réflexion et d'échange avec les acteurs des secteurs concernés. Et la rencontre fera le diagnostic du développement du secteur privé de notre pays. Reportage Moussa Fani. La relance de l'économie et de l'emploi sont des vecteurs clés pour améliorer les conditions de vie des populations.
C'est pourquoi l'Agence française de développement AFD a initié cette journée de réflexion et d'échange avec le secteur privé. À travers cette journée, l'AFD entend contribuer au dynamisme de ce secteur pour répondre aux défis de la diversification de l'économie malienne. Nous mettrons l'accent sur la formation professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on fera rien d'autre en matière d'éducation, mais véritablement la formation professionnelle sera dans les années à venir un des points d'attention de l'AFD. Nous sommes aussi présents auprès des petites entreprises. Alors bien sûr, il y a les grands groupes et Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner. Je sais que c'est dans les... Les responsables des départements en charge du secteur privé et celui de la formation professionnelle ont tous souligné l'importance de cette journée. Nous allons produire, créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire un process de transformation au niveau local et ensuite exporter. Cela nous permettra de résorber l'ancienne question de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes, et donnera également de la plus-value à nos produits, fera tourner notre économie. En nous consacrant toute une journée, l'Agence française de développement nous montre la voie dans le soutien et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises d'une part, et d'autre part révèle leur rôle et leur importance dans notre économie. Ces petites et moyennes entreprises constituent effectivement un moyen important dans le développement d'une nation à travers leur contribution à la croissance économique par la création d'emplois et la qualification des ressources humaines, quelle que soit leur taille et leur nature. La rencontre devra favoriser la promotion d'une croissance partagée à une dimension importante pour consolider la paix et la réconciliation nationale. Un mot de politique dans ce journal. La coalition des jeunes pour le Mali, COJEM, a tenu hier dimanche au Centre international de conférence de Bamako une assemblée générale d'information. Au menu donc des discussions sur les activités déjà réalisées, des témoignages, mais surtout des messages forts pour la promotion de la paix et des plaidoyers en faveur de la problématique de l'emploi des jeunes. Un reportage, Mohamed Ould Mamouni. La lutte contre le chômage des jeunes passera essentiellement par des initiatives à la fois volontaristes et innovatrices. Le club Entrepreneuriat Mali, SEMA, s'inscrit dans cette logique, tout comme le concours de plan d'affaires dénommé Coup de main qui a mis aux prises plusieurs jeunes candidats à l'entrepreneuriat. Le coup de main, c'est le concours de plan d'affaires entre les jeunes du Mali et précisément entre les jeunes diplômés et non diplômés. Et donc ce soir, c'est la finale de ce concours. Donc c'est un dispositif d'encadrement qui passe par un appel à candidature avec des tris. Ensuite, il y a la formation en coaching qui permet de développer chez les candidats, tous les candidats qui sont admis à cette phase, le savoir et le savoir-faire entrepreneurial. Ensuite, il y a une sélection qui est faite pour que les jeunes puissent être admis en mentorat. En ce moment, ils sont confiés à des entrepreneurs de leur choix et qui sont dans le même domaine d'activité eux. Et en ce moment, ils vont développer en eux le savoir-être. Donc en ce moment-là, les trois compétences seront là, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être entrepreneurial. En plus de la formation reçue en amont de cette compétition, les différents candidats sont d'ores et déjà préparés à la conduite de leur projet d'entreprise. Nous avons fait des modules en gestion des PME-PMI, comment gérer sa PME-PMI. Et ça nous amène à gérer les difficultés de l'entreprise. Et c'est surtout les dispositifs légaux, réglementaires que l'OADA a mis en place qui permettent de gérer, de prendre en charge ces questions-là. Et donc, nous avons donné une formation dans ce sens. Et j'ose espérer que les jeunes ont compris et que lorsqu'ils seront face à la situation, lorsqu'ils enfileront leur manteau d'entrepreneur, qu'ils pourraient prendre en compte tous les conseils qu'on leur a donnés, parce que c'est des conseils qui leur ont été donnés par des entrepreneurs. Bénéfique à tout point de vue aura été cette soirée pour les candidats. En effet, tous les candidats ont reçu des promesses de financement de la part du parrain et de certains investisseurs présents à la cérémonie. Vivement alors la prochaine édition. Le délégué général aux élections informe les électeurs de la commune 5 qu'il est mis à leur disposition du 19 au 21 juin 2015 deux numéros verts pour leur permettre de s'orienter sur les bureaux de vote. Ce sont les 20 29 64 57 et 20 29 64 68. Parallèlement, il sera déployé les 19, 20 et 21 juin dans tous les centres de vote de la commune 5 des techniciens en informatique
informatiques qui seront chargés d'indiquer aux électeurs leur bureau de vote. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité du légal accès aux médias d'État invite le candidat dont le nom suit à se présenter au siège de l'organe demain mardi 16 juin pour l'enregistrement de son message de campagne. 9h RPM, Madame Jacqueline Marie Nana Togola. Juste après ce journal, vous pourrez suivre en rediffusion le message de campagne de l'URD et celui du 11 juin du même parti politique en raison de la diffusion tardive du dit message. Voyons l'actualité dans nos régions. En 5e région, ouverture des travaux de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti, année judiciaire 2015. Au rôle de cette session qui durera 3 semaines, 30 affaires dont spécialement des cas d'assassinat. Mopti, le point avec Jules Sambou Sissoko. La loi n'évoque par son application, dit-on. La cour d'assises ou juridiction populaire est une occasion propice pour une saine et stricte application de la loi. C'est pourquoi cette première session ordinaire de la cour d'assises de Mopti examinera 30 dossiers répartis entre les infractions contre les mœurs et les infractions contre les biens. Des cas qui seront passés au crible pour une meilleure distribution de la justice. Session placée sous le signe de la lutte contre l'impunité. Grâce à l'engagement de notre département de tutelle sous le mot d'ordre du renouveau du service public de la justice, la lutte contre l'impunité, le respect de la légalité et des droits humains, bref, la poursuite de l'état de droit et de la démocratie, le rôle des présidents d'assises porteront sur 30 affaires. La situation géopolitique et géostratégique de notre pays aujourd'hui nécessite la création d'un pôle antiterroriste à Mopti pour servir de relais et de tampon afin d'accompagner celui de Bamako. Le premier président de la cour d'appel de Mopti, Tchekoura Samake, d'assurer que tout se passera dans les règles de l'art pour l'équilibre social et le triomphe du droit. Le bâtonnier, lui, a insisté sur le respect du droit de la défense. Le juge ne doit pas chercher à interpréter une décision définitive. Il doit l'appliquer strictement. Nous, les avocats, nous n'avons pas pour vocation de transformer les mensonges en vérité comme les communs des mortels. Nous travaillons avec les textes en vigueur et il nous incombe à nous de respecter les décisions devenues définitives. 4 assesseurs vont aider les praticiens du droit dans l'accomplissement de cette tâche délicate au nom du peuple souverain du Mali. Les audiences se tiennent à l'hôtel de ville de Mopti en raison des travaux de réhabilitation des locaux de la cour d'appel sise à Sévaré. N'Djamena au Tchad a été la cible d'une série d'attentats suicides ce matin. Plusieurs explosions ont frappé la ville de N'Djamena. Les explosions ont eu lieu dans le secteur de la direction de la sécurité publique et du commissariat central ainsi que près de l'école de police. Il y aurait eu au moins 27 morts et une centaine de blessés. Pour l'instant, les attentats n'ont pas été encore revendiqués. Le gouvernement tchadien pointe du doigt Boko Haram. Voilà des images de la série d'attentats qui a eu lieu ce matin à N'Djamena au Tchad. Et en réaction justement à ces attentats suicides dans la capitale tchadienne, ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali a appris avec une très vive émotion les perfides et odieuses attaques suicides dans la capitale, dont la capitale tchadienne a été l'objet ce lundi 15 juin, causant la mort de 27 personnes et faisant plus de 100 blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec fermeté ces attaques terroristes et présente ses condoléances les plus attristées au gouvernement, au peuple ami et frère du Tchad ainsi qu'aux familles durement éprouvées des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que le Tchad a fait preuve d'un engagement sans concession aux côtés du Mali pour la sécurisation et la stabilisation de notre pays. En ces moments douloureux pour le peuple tchadien, le gouvernement de la République du Mali assure au gouvernement tchadien sa solidarité et sa détermination à lutter à ses côtés contre le terrorisme sous toutes ses formes.
Le 16 juin a été proclamé Journée de l'enfant africain par la 26e session de l'Organisation de l'Unité africaine tenue à Addis Ababa en juillet 1990. Cela en souvenir du massacre des enfants noirs de Soweto par le régime de l'apartheid d'Afrique du Sud. Ainsi, le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre cette journée, à la veille de laquelle Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille adresse un message. Madame Sangaré Oumouba est au micro de Salimata Ndaw. Le thème retenu pour l'édition 2015 par la Commission de l'Union africaine est 25 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, accélérons les efforts collectifs pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Ce choix est une interpellation de tous les décideurs du continent au respect des engagements contenus dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, auquel notre pays a souscrit à travers sa ratification le 20 juillet 1998. Au Mali, les données statistiques disponibles sont largement évocatrices de la forte ampleur du phénomène. Cependant, ce tableau ne doit pas nous faire perdre de vue les efforts inlassables déployés par le gouvernement pour la prévention du mariage précoce. La réussite du bien-être des enfants est à notre portée. C'est pourquoi mon département entend élaborer une stratégie nationale pour mener une forte sensibilisation sur les conséquences du mariage des enfants mineurs. Vous pourrez suivre l'intégralité de ce message après ce journal et nous rappelons que la cérémonie officielle de commémoration donc de la journée de l'enfant du 16 juin est reportée à une date ultérieure, date qui vous sera communiquée par voie officielle. Cérémonie d'inauguration du siège de la coopérative de transformation de céréales Siguia de Kaikasso, campement en cours de réalisation. 34 millions de francs CFA financés sur fonds propres. Mahamadou Aliou Bari fait le point. 34 millions de francs CFA, c'est le montant investi par l'association Sigdia du Kassou dans la construction de ces joyeux bâtiments réalisés sur fonds propres. Il comprend entre autres une salle de réunion, un magasin, une salle de production et une boutique. Cette situation illustre parfaitement l'engouement sans cesse grandissant des transformateurs de plus en plus mieux organisés. Nous invitons donc les autorités à diligenter des mesures pouvant favoriser l'écoulement des produits localement transformés par nos transformatrices. Cette transformation de ces produits locaux, les produits du terroir, va certainement contribuer d'abord à relever leur niveau de revenus à elles, mais également à faire en sorte qu'elles puissent contribuer également et de façon efficace à la sécurité alimentaire. L'inauguration du siège de la coopérative Sigdia vise à promouvoir et à renforcer les activités de transformation des céréales et d'autres produits. C'est là pour le développement social et économique de la région. Les autorités administratives et politiques de CAI ont toujours accordé une importance capitale à la transformation des céréales et d'autres produits, toute chose qui se comprend aisément pour qui connaît la volonté affichée des plus hautes autorités de notre pays à garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Créée en 2005, cette coopérative Sigdia du Kassou aidera mieux la population caïsienne ainsi que ses environnants et les étrangers en séjour à la consommation de produits de qualité bien analysés par l'ANSA et à un prix à la portée des consommateurs. Dans le cercle de Banamba, la commune de Toubakoro a abrité le lancement officiel du projet de diversification des modes et moyens de subsistance des communautés des communes. Nous retrouvons Ousmane Koïta pour le point. C'est officiellement lancé pour 3 ans. Le projet de diversification des modes et moyens de subsistance des communautés des communes de Boran, CBT, Kiban et Toubakoro dans le cercle de Banamba. Le projet vise à réduire la pression structurelle sur les ressources naturelles et renouvelables à travers le financement des activités génératrices de revenus des populations de ces communes. Il est financé à hauteur d'environ 900 millions de francs CFA par la Banque mondiale à travers son projet Gestion des ressources naturelles et changement climatique PGRN CC.
AEC. Sa mise en œuvre sera assurée par l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD et le consortium ONG CSPDA Mission Sahel. Au cours de ce lancement, les responsables du projet ont présenté une communication pour mieux édifier les populations sur les critères de sélection, le montant alloué à un projet, les conditions de décaissement du fonds et entre autres. C'est vraiment une opportunité qui leur a été ouverte par le gouvernement malien et son partenaire, la Banque mondiale, pour leur dire que vraiment face au changement climatique, nous devons changer nos habitudes. Nous devons nous adapter au changement climatique en regardant d'une autre façon qui n'est pas de façon anthropique, de façon ancienne, où les ressources là, on pense que les ressources ne sont pas inépuisables. Les autorités administratives et politiques, les associations et les groupements des femmes se sont toutes engagées en faveur du projet. Les travaux de la 18e Assemblée générale annuelle de l'Union des caisses Niessegusso se sont tenus dans la capitale des Balanzans, ça c'est Ségoussa. Les administrateurs ont passé au peigne fin les différents rapports financiers et ont présenté les budgets de l'exercice 2015 de l'Union, compte rendu d'Ougoufana Traoré. Cette Assemblée générale de Niessegusso a réuni les représentants de tous les sociétaires de la microfinance, les systèmes de microfinance partenaires, quelques banques de la place et plusieurs partenaires financiers de Niessegusso. Selon le président de la caisse Niessegusso, les 175 000 adhérents de Niessegusso ont résisté aux turbulences qui ont secoué le monde des microfinances. Même son de cloche, c'est le représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce qui invitera la direction générale de Niessegusso à persévérer dans la performance financière et sociale pour bénéficier de la confiance du gouvernement et de ses partenaires. Le total bilan net consolidé au 31 décembre 2014 se chiffre à 14 473 millions. Les dépôts des membres ont connu une croissance de 4%, passant de 10 milliards 9 en 2013 à 11 milliards 418 en 2014. Avec la bonne gestion, Niessegusso vient de bénéficier du financement de 2 projets canadiens. Malgré les difficultés de gestion au niveau de plusieurs systèmes financiers décentralisés, nous nous réjouissons du fait que votre institution est parmi celles qui sont bien gérées. Vous conviendrez avec moi que les enjeux de votre réseau demeurent la mobilisation des ressources, la qualité du portefeuille de crédit et la maîtrise des frais généraux. Cette Assemblée générale de Niessegusso a pris fin par la remise des prix et certificats aux meilleurs agents et aux caisses qui se sont illustrés à travers le Mali. Hippisme, le Grand Prix de la Nation a été couru hier. C'était à l'hippodrome de Bamako. 75 chevaux ont pris part à cette compétition et au finish, Mansour a remporté cette édition du Grand Prix de la Nation présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Compte rendu, Abdelkarim Kaba. 75 chevaux répartis en 4 courses, voilà le tableau de la 72e édition du Grand Prix de la Nation. Tout d'abord, la Fédération malienne de sport équestre a tenu à rendre hommage aux personnes ayant œuvré au développement de la course hippique. Les entreprises et les mécènes, dont Sékou Djigui, qui a eu l'initiative d'introduire les trophées pour les vainqueurs des courses. Quant aux courses, elles ont commencé par la catégorie des petits chevaux sur une distance de 2200 mètres. Répartis en 2 courses, dans un premier temps, le quintet est Toguna Industrie, Respect, Aekilon, Djéné et Orange Mali. La seconde course des petits chevaux est gagnée par Hadji. Il est suivi des Princes, Juge, Jimo et Malimag. Chez les demi-crack, sur une distance de 2400 mètres et dans une course très serrée, Braouli a été premier. Deuxième, Alpha Blondie. Cheikh Tidiane s'est classé 3e. Gladys et Aura de l'air ont complété le tableau à 5. Sur une distance de 3600 mètres, la course des cracks, communément appelée Grand Prix de la Nation, a mis en piste 16 chevaux. Comme à son habitude, le champion incontesté cette saison, Mansour, un cheval venu de Nioro, a été plus rapide que ses concurrents sur la ligne d'arrivée. Diable Rouge est 2e. 3e, Alberto. Union et Dafakida
complète l'Ekenti. Mansour remporte ainsi la 72e édition du Grand Prix de la Nation. Au cours de la cérémonie, Mamadou Ndiaye, fidèle à la tradition, a offert 2 chevaux au président de la République et au Premier ministre. Les prestations des cantatrices et comédiens ont été l'un des temps forts du Grand Prix de la Nation, édition 2015. Et oui, le cheval est le meilleur ami de l'homme. Nous arrivons à la page santé de ce journal. Chronique santé du jour parle d'une maladie qui est cause d'infertilité chez beaucoup de femmes. Les gynécologues du Mali dédient d'ailleurs chaque année à la sensibilisation sur cette maladie appelée endométriose. Les symptômes les plus en vue de l'endométriose sont les règles douloureuses et l'incapacité pour une femme de contracter une grossesse. Focus Santé, une réalisation de Tchissira Dambélé. Règles très douloureuses, fatigue, douleur pendant les rapports sexuels, infertilité, voilà quelques signes de l'endométriose. Dans le monde, cette maladie touche environ une femme en âge de procréer sur 10. Les douleurs dans le bas-ventre sont dues à des nodules venus du tissu de la couche interne de l'utérus, nodules qui peuvent aller s'implanter sur les organes de la reproduction en dehors de l'utérus. Ça, c'est dans le ventre, mais on sait également que les foyers d'endométriose peuvent se retrouver dans les poumons, ça peut se retrouver dans le cerveau et ça peut se retrouver dans une cicatrice de césarienne. Comme la couche interne de l'utérus, les nodules réagissent aux hormones. Ils vont saigner tous les mois au moment des règles et pourront, selon les cas, provoquer aussi des difficultés à uriner. L'endométriose est une maladie répandue mais diagnostiquée généralement en retard. C'est aux femmes de consulter le spécialiste quand plusieurs des signes se retrouvent chez elles, mais aussi aux spécialistes de rechercher cette maladie quand une femme en âge de procréer consulte pour des règles douloureuses. Quand une femme présente des règles douloureuses, et qui plus est, si son âge est autour de 20, 30, 40 ans, il est à penser que ces règles douloureuses-là peuvent être le fait de cette endométriose. Mais cela ne veut pas dire que l'endométriose ne se voit pas chez les femmes plus jeunes. Si on prend le groupe des femmes qui ont des difficultés pour tomber enceinte, nous nous rendons compte que une femme sur 2 qui a des difficultés de tomber enceinte, cette difficulté est liée à la présence de l'endométriose. Beaucoup de femmes ont des problèmes de reflux des règles, mais toutes ne développent pas l'endométriose. C'est pourquoi on ignore les causes réelles de son apparition. Schématiquement, il s'agit d'un reflux du sang vers le ventre. Ce reflux du sang est le fait soit que les règles sont trop abondantes et que la sortie des règles par le bas, par le col de l'utérus, n'est-ce pas, est gênée parce que le col est sténosé, comme on le dit, il est fermé, ou bien qu'il y a un tout petit col qui ne peut pas, n'est-ce pas, permettre une sortie libre de ce sang des règles. Il y a également des hypothèses qui disent qu'il y a une immunité qui va intervenir, mais dans tous les cas, il ne s'agit pas de microbes, il s'agit donc d'une prédisposition qui est là à développer cela. Pour pouvoir procréer, il faut une prise en charge précoce qui est à la fois médicamenteuse et chirurgicale. Ces femmes, on les aide par la PMA, la procréation médicalement assistée, ou l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro et d'autres techniques qui permettent justement d'améliorer la situation de fertilité de ces femmes. Et dans à peu près 20-25% des cas, dès la première tentative, si les lésions ne sont pas trop importantes et que l'indication de la fécondation in vitro est là, permet à ces femmes-là de tomber enceintes et d'accoucher d'un enfant. On ne peut pas dire à une patiente qu'elle est totalement guérie de l'endométriose. La vraie guérison n'intervient qu'avec la ménopause, quand les hormones qui provoquent le saignement des nodules se raréfient dans l'organisme de la femme.
Avant de boucler définitivement ce journal, nous rectifions que le Conseil économique, social et culturel qui a clos ses travaux aujourd'hui et plusieurs résolutions pertinentes ont été adoptées pour la 5e mandature au lieu de 52e. 5e donc mandature sur les textes de l'extrait de la Constitution du 25 février 1992. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Il fait beau ce soir sur Bamako. Bamako a été suffisamment arrosé. L'information reprendra ses droits demain 10h avec Aïssata Ibrahim Meiga. Excellente tenue aux téléspectateurs de Bajinde, de Saré Keina à Tombouctou. Au revoir.